Baroudeuse de l'âme, sous les étoiles elle danse. Sa solitude éclairante, tous les sentiers sans peur. Troubadour à des rêves, son chant résonne en cadence. Elle trouve en son être l'expérience d'un cœur. Épisode 8. Prendre du recul sur sa vie d'avant. Je crois que le fait de partir en voyage pendant aussi longtemps, c'était aussi une manière pour moi de me couper de la société, ou du moins de ses attentes. Ce que je veux dire par là, c'est que voyager sans vraiment travailler ou en travaillant de façon ponctuelle, dans un pays étranger en plus, c'est une des choses qui va le plus à l'encontre du modèle capitaliste. Le modèle capitaliste en France, c'est aller à l'école, faire des études supérieures, de préférence scientifiques, trouver un job, cotiser pour les retraites et enfin profiter de la retraite, éventuellement, si on a de la chance. Moi, j'ai arrêté mes études après une licence, ce qui dans ma famille me semble quasiment lamentable. Je suis partie du milieu artistique, donc une pure emmerdeuse pour le gouvernement parce que l'intermittence repose sur le régime chômage. Voyageuse maintenant, c'est-à-dire qu'au lieu de garder mon argent sur des comptes épargne, je le dépense en billets d'avion. Et je suis une jeune femme queer, ce qui implique que je gueule dès que j'entends un truc misogyne, qu'on ne laisse pas leur chance aux jeunes ou qu'on ne les aide pas, ou dès qu'on discrimine quelqu'un pour leur orientation sexuelle, leur genre, leur identité ou leur culture. Tout ça pour dire que pour la société actuelle et toutes les décisions que nos politiques prennent en France, je suis une paria, une outcast et un petit parasite à éliminer. Vivre d'une manière différente de celle que la société m'a apprise, ça m'a encore plus ouvert les yeux sur le fait que notre système est complètement obsolète. Je veux dire, à la toute base, les humains étaient des chasseurs-cueilleurs, des créateurs, des artisans et inventeurs, des artistes et des nomades. Et c'est tout. Puis on a inventé l'argent, qui est notre pseudo-nouveau dieu, et là, tout est parti en couille. Toutes les petites catégories que je viens d'énoncer sont les métiers les plus mal vus, ou ceux qui rapportent le moins d'argent, qui font qu'on appartient à une classe modeste. Du point de vue écologique, on est en train de détruire la nature à une vitesse phénoménale, alors qu'elle était là avant nous, et que bien sûr, sans elle, on serait même pas en mesure d'être en vie. Pour l'espèce soi-disant la plus évoluée de la planète, on est quand même sacrément con. J'avais déjà conscience de tous ces problèmes avant, mais de le voir d'un peu plus loin, en prenant de la distance physique, ça m'a aussi fait prendre conscience de l'ampleur de la connerie humaine. Dans le premier mois que j'ai passé en Nouvelle-Zélande, je me suis tapé une inondation qui a détruit une bonne moitié du nord de l'île, sous mes yeux, un cyclone et un tremblement de terre. Littéralement 3 catastrophes naturelles en l'espace de 30 jours. Et là, je me suis rendu compte à quel point en Europe on se prend pour les rois du monde. Sur le continent, on est bien moins sujet aux catastrophes du type qu'en Nouvelle-Zélande, qui, comme le Japon, se trouve sur une plaque tectonique. Mais 3 catastrophes en un mois qui détruisent tout sur leur passage, je crois pas que ce soit très naturel, justement. Tandis qu'en Europe, on continue à polluer comme des porcs, on retarde la prise de conscience et les prises de décision, pendant qu'à l'autre bout de la planète, les zonaris se tapent les unes après les autres des catastrophes qui détruisent leurs maisons et leur vie, pendant que les blancs européens, évidemment, se la coulent douce. En Nouvelle-Zélande, quasiment tous les espaces verts et naturels sont protégés. Jamais vu des paysages aussi purs et immaculés que là-bas. Je sens la population un peu plus proche de la nature, parce qu'elle est moins capitalisée. Tout est plus lent chez eux, ou en phase avec les saisons. Ou en tout cas, la population a réellement l'envie de préserver les montagnes, les plages, les forêts, qui font de leur pays ce qu'il est. Bien que la Nouvelle-Zélande reste une ancienne colonie britannique, de par sa position isolée sur la planète, elle est moins influencée par le libéralisme que si elle faisait partie intégrante d'une organisation de plusieurs pays. Évidemment qu'on y ressent l'influence européenne et américaine, mais dans le fonctionnement quotidien des personnes que j'ai pu rencontrer, ou dans mon expérience au travail là-bas, il y avait quelque chose de beaucoup plus humain que dans mon expérience européenne. Premièrement, la famille qui m'a logée quand je travaillais dans un petit village vinicole m'a accueilli à bras ouverts sans même me connaître. C'est d'ailleurs mon patron qui m'a aidé à me loger parce que j'étais dans la panade. C'est des amis à lui qui m'ont accueilli chaleureusement dans leur maison pendant 3 mois. Et pour eux tous, c'était normal de m'aider. Au travail aussi, la hiérarchie se fait beaucoup moins ressentir. J'avais globalement 2 boss, mais nos relations étaient hyper amicales. Prendre des pauses, c'était normal, boire des verres avec eux à la fermeture du restaurant aussi. On discutait régulièrement de nos différences d'expérience en tant qu'Européens et Néo-Zélandais. Deuxièmement, pour obtenir mon visa, j'avais qu'à remplir quelques informations basiques et à prouver que j'avais une assurance pour la durée de mon voyage. 6 jours plus tard, juste 6, j'ai eu confirmation de l'immigration que je pouvais venir voyager et travailler. À la frontière, la seule chose que la sécurité prenait vraiment en compte, c'était tout ce qui pouvait polluer la nature chez eux. Et toutes les rares espèces qu'on trouve que dans ce pays. C'est-à-dire qu'il faut passer une biosécurité,
qui vérifie que tes chaussures de marche, par exemple, contiennent pas de résidus d'un autre pays dont les bactéries pourraient tuer la faune et la flore néo-zélandaise. Évidemment qu'avoir toutes les frontières ouvertes en Europe, c'est le feu, mais c'est aussi un sacré moulin à vent de microbes pour les espèces et les espaces protégés. Et pour les étrangers de venir travailler en Europe, je vous dis pas la galère pour obtenir les bonnes autorisations. Et je suis personnellement en train d'en faire les frais avec ce cher Brexit. Merci. Pourtant, je me suis aussi rendu compte à quel point j'étais privilégiée d'être une femme blanche européenne. Les frontières, pour moi, peu importe que ce soit en Europe ou ailleurs, elles sont facilement franchissables grâce à ma nationalité. Et je commence à prendre conscience que d'autres personnes sont beaucoup moins aidées que moi dans la vie par rapport à ça, que partir en vacances, ça peut être un parcours du combattant juché de délit de faciès et de contrôle pour eux. Et en fait, c'est important pour moi d'avoir conscience d'où je me situe dans la pyramide sociale et par le même biais des combats qu'il faut encore mener. La Nouvelle-Zélande, c'est aussi un pays très rural. Il n'y a pas vraiment de grandes villes historiques comme en Europe, mais du coup, je trouve qu'il y a un avantage à ça, c'est que toute la population est moins centrée sur l'économie pure et dure. Chez eux, c'est normal de faire des travaux saisonniers, de voyager en van, que tu sois un voyageur ou un local d'ailleurs, de sillonner le pays du nord au sud, d'ouest en ouest, plusieurs fois dans l'année. Il n'y a pas vraiment de sous-métier, et que surtout les gens, ils sont prêts à vous apprendre, peu importe d'où vous venez. En Europe, j'ai la sensation que si je fais pas vraiment d'études ou que j'ai pas d'expérience professionnelle, une majorité des portes se ferment. Mais moi, tout ce que je veux, c'est apprendre. Encore et encore, c'est que quelqu'un veut bien m'ouvrir sa porte, me laisser ma chance en fait pour apprendre et justement me faire de l'expérience. Je crois cependant qu'il y a de l'espoir au sein de ma génération. On a envie de changer les choses, on a envie d'être plus inclusif, de comprendre, de faire bouger les choses pour le meilleur. Alors je sais pas si on va y arriver, mais au moins on tente. Et je pense qu'au moins 90% des voyageurs et voyageuses que j'ai rencontrés sont du même avis que moi. On s'est tous baroudés, parce qu'on en avait marre des injonctions de la société, qu'on avait envie de voir plus, de penser plus large, de se rapprocher de la nature, ou juste de vivre notre vie comme bon nous semble sans devoir répondre à une hiérarchie patriarcale. Partir, ça voulait dire prendre soin de notre santé mentale, de s'éloigner de la surstimulation et de prendre le temps, de faire une pause, de respirer un peu d'air frais au lieu de courir partout. D'être autant en nature, d'être une nomade sans toit fixe, je me suis enfin sentie comme une terrienne. Je l'ai ressenti ce sentiment d'appartenance à la Terre au lieu d'être juste un parasite qui occupe la planète. Parce que c'est ce qu'on est les humains actuellement. On a un cancer que la Terre tente d'éradiquer par des pandémies, des températures insoutenables, des catastrophes naturelles à répétition, ce que pour l'instant l'humain se défend sacrément bien, et honnêtement, je trouve que c'en est presque désolant. Je vois tellement de vidéos sur internet de personnes qui montrent à quel point elles sont performants, qu'elles sont fières d'avoir 3 jobs en même temps, avec une vie de famille ou tout en étant étudiant. Et je crois pas qu'il y a de quoi être fier à se pourrir la vie à courir partout, si on a le choix évidemment, et de pas être capable de prendre quelques minutes pour respirer, pour s'écouter tout simplement, ou juste exister. Accomplir ses objectifs et mener des projets, oui, bien sûr que oui, mais performer en permanence, absolument pas pour. Bon, là je vous partage ce que j'ai compris à grande échelle, sur une échelle globale. Et sur le papier, rien de nouveau qu'on sait pas tous déjà. Ou en tout cas j'espère. Partir loin, ça m'a aussi permis de m'observer moi, de loin. La personne que j'étais enfant, puis ado, puis jeune adulte étudiante. Je me suis rappelé quelques-uns de mes rêves, quelques-unes de mes peurs, et comment je suis en train de les surmonter. Une par une, à quel point j'évolue mois après mois. Et franchement, c'est ouf. Honnêtement, partir en voyage comme je l'ai fait, c'est l'une des meilleures décisions que j'ai jamais prises et que je prendrai jamais. Partir, ça m'a permis de trouver ma valeur. Je me souviendrai toujours d'un soir où j'arrivais pas à m'endormir dans une auberge de jeunesse à Wellington, et où je me suis rendu compte que j'avais honte de qui j'étais. Je me suis demandé d'où ça venait, et je crois que c'est parce que pendant mes années collège, je me faisais harceler parce que j'étais l'intello de la classe. Mais que j'étais pas la meuf cliché intelligente, j'avais des amis, je sortais, on faisait nos premières soirées, j'interagissais aussi bien avec des garçons que des filles, j'étais pas spécialement moche et boutonneuse non plus, peut-être juste un petit peu en avance sur mon temps. Au lycée pourtant j'avais plus de problèmes. Alors je crois que la deuxième raison, c'est parce que j'ai la sensation que je fais honte à la partie paternelle de ma famille. Je rentre pas dans ces schémas préconçus de la vie. Je crois que mon père, par exemple, n'a jamais compris pourquoi j'ai décidé d'arrêter les études, de partir en voyage et de travailler sur le pouce. Je pense que j'évolue dans un monde très très différent du leur et que du coup, on s'accepte pas, dans un sens comme dans l'autre. Eux, c'est l'incarnation cliché de tout ce que je méprise dans la société. Le patriarcat, la misogynie, la non-ouverture à la différence est pas assez évolué pour accepter que je peux faire autrement. Et pourtant, ce sont des gens dont le regard m'influence. La vie de mon père, il compte encore pour moi. Et c'est en partant loin que je me suis rendu compte de la pression qu'il me mettait sur les épaules, d'à quel point il était source d'angoisse pour moi. Quand je suis partie et que du coup j'ai pas été en contact proche avec lui pendant longtemps,
J'ai comme un poids qui s'est enlevé. Je me sentais tellement plus libre. Et depuis que je suis rentrée, c'est revenu. Preuve que je suis pas encore totalement émancipée de son jugement, mais j'ai aussi appris que c'était qu'un humain qui tient à moi et qui fait au mieux et avec ce qu'il a. J'aurais juste aimé qu'il me fasse confiance et qu'il voit que les décisions que je prends pour moi, elles me rendent heureuse. Tout ça pour dire à quel point ça me surprend encore de capter le poids que certaines personnes ont sur moi. Au lycée, j'ai repris la pratique artistique et c'était quelque chose d'ultra stressant pour moi. Je me faisais pas trop confiance et bien que je montais sur scène, j'avais ultra peur du jugement. Mais je pense que c'était surtout de mon jugement à moi. Au niveau artistique, c'est encore le cas, mais quand je me fais plus confiance et que j'ai plus conscience de qui je suis, de qui je veux être, de mes compétences, je me donne un petit coup de pied aux fesses pour mener à bien mes projets, quitte à me ramasser. Parce que je sais que maintenant, j'ai une bouée de sauvetage et je sais prendre soin de moi et m'écouter. Et c'est ultra précieux. Je crois aussi qu'après cette année de pause, je suis enfin prête à démarrer vraiment ma carrière artistique. Que j'ai construit en moi tout ce dont j'avais besoin pour y arriver et mettre les pieds dans le plat. Que pour la première fois, grâce à ce podcast, je me sens créatrice. Je crois que je peux commencer à dire que je suis une artiste en quelque sorte. Et franchement, ça fait du bien. Le chemin, il fait que commencer, mais je suis prête à tout niquer, je suis prête à voler, je suis prête à me défendre, à me battre, je suis prête à être moi-même et dire ce que je pense. Et je suis prête à vivre et à exister pleinement. Et ça, c'est le feu. De passer autant de temps en extérieur aussi, de me balader sur toutes les plages que je pouvais trouver, de gravir des montagnes à gogo, littéralement, ça m'a prouvé que j'étais capable. Tout simplement. Je suis capable. Ça fait des années que je travaille sur moi pour aller bien, et je crois que de capter à peine 23 ans que je suis la seule responsable de mon bonheur, que les choses sont temporaires, ou encore que je peux recommencer ma vie à n'importe quel moment, que je peux toujours partir, que je peux toujours revenir. C'est d'un énorme réconfort. Cette année de voyage, j'en avais besoin. Pour la première fois de ma vie, j'ai la sensation que je tiens le bon bout. Que j'ai toutes les clés en main pour vivre ma vie comme je l'entends et qu'au final, le processus, il est tout aussi important que le point d'arrivée. Que c'est agréable même. J'aurais jamais fini d'apprendre, mais je crois que j'ai des sacrées bonnes bases.